Donc, bonjour à tous pour je sais pas le numéro, mais ce lundi de l'EFC organisé par l'Institut européen de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération du mois de juin 2023. Les lundis de l'EFC habituellement permettent de rencontrer un dirigeant d'entreprise et de revenir sur son expérience. Jusqu'à maintenant, c'était surtout des expériences assez récentes finalement de parcours EFC. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Mohamed El Manani, qui lui a une expérience beaucoup plus longue et dont on va essayer de profiter pour nos expériences aux uns et aux autres dans nos différents rôles. Donc, comme d'habitude, moi, je suis toujours restée comme d'habitude, effectivement, Dominique Dupuis. Vont intervenir donc Mohamed El Manani qui va nous répondre à quelques questions que j'ai préparées suite à un entretien qu'on a eu tous les deux en préalable. Et puis ensuite, on pourra faire un tour de table de compréhension, de complément d'information. Et Sandro de Gasparo, qui est intervenant chercheur dans le laboratoire d'intervention recherche à Thémis, nous fera un peu sa lecture des propos qui auront pu être échangés avec Mohamed. Donc, dès que Mohamed est prêt, je lui pose une première question. C'est bon pour toi, Mohamed? C'est parti. C'est parti. La première question, Mohamed, c'est que le parcours que tu as fait, c'était en 2012. Et donc, j'aimerais savoir, c'était quoi Gesnor en 2012? Et qu'est-ce qui t'a amené à décider de faire un parcours? Alors, Gesnor en 2012. Attends. Gesnor en 2012, c'était une plateforme téléphonique qui travaillait essentiellement sur des concepts de volume et de prospection. Mohamed, on a un retour. Tu dois peut-être couper le son de ton ordinateur. Ouais. Mieux? Ouais. Et tu nous entends par le téléphone, c'est bon? C'est mieux là? Oui, c'est très bien là. Ok, super, pardon. Donc Gesnor en 2012, c'était une entreprise, un JD, moi-même, effectivement, on travaillait plutôt, sur le développement économique. On se souciait très peu justement des aspects volumiques. Au contraire, c'était pour nous très intéressant de travailler sur le volume. Et un gros client chez nous était forcément un client qui travaillait beaucoup et qui avait beaucoup d'appels. Et peut-être tu peux revenir, Mohamed, sur l'activité même de ton entreprise, en fait. D'accord, alors je vais revenir sur mon activité. Je suis une plateforme téléphonique dédiée aux professions de santé, aux professionnels de santé. Si je reviens à 2012, aujourd'hui on est intégrateur de services. En 2012, on était vraiment une plateforme téléphonique, un centre d'appel classique. On faisait du télésecrétariat médical et pour les médecins de ville essentiellement et quelques services de clinique. Donc, on avait une équipe de télésecrétaires qui gérait des appels toute la journée. Et voilà, donc avec une organisation de centre d'appel classique, c'est-à-dire un superviseur sur le plateau, des téléconseillères, enfin des télésecrétaires médicales. Et moi, j'étais au CJD à cette époque-là. Ça faisait 4 ans que j'avais intégré le CJD. On se recherchait beaucoup sur un modèle économique. Et il y a eu 2 phénomènes finalement. Il y a eu en 2012, c'est la rencontre avec Christian qui était venu dans le Nord à un événement régional, qui était venu nous présenter le concept et les prémices de l'expérimentation. Et 2, moi j'étais face à un phénomène de plateforme téléphonique qui était de plus en plus délocalisé. Et donc on se posait la question de savoir est-ce qu'on allait rester en France ou pas. Et est-ce qu'on n'allait pas partir justement, comme je suis marocain, de repartir au Maroc pour ouvrir une plateforme, parce qu'il y avait une forte tension sur les prix, une concurrence importante. Et au plus haut sommet de l'État, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a eu le scandale justement de l'appel d'offres qui avait été gagné par une plateforme marocaine pour gérer le STIF, le transport, les transports parisiens. Donc au plus haut sommet de l'État, c'était à l'époque François Hollande qui avait dit non, tout est ok, tout est en accord avec la loi et la réglementation, donc c'est normal que ce soit délocalisé.
Donc on s'est dit, si au plus haut sommet de l'État, ils ouvrent les vannes, nous, on va partir aussi, ça va être compliqué. Et là, on a commencé l'expérimentation EFC. Je veux dire, la plupart, on se cherchait. Je crois qu'il y a une grande majorité des idées qui étaient là, qui se cherchaient, qui étaient face soit à un mur, soit à une problématique de développement. Et certainement un développement. Moi, c'était un développement où on n'était pas forcément en phase avec les valeurs vraiment qu'on portait. Mais bon, on faisait avec parce qu'on était dans un système, quoi. Donc voilà, je crois que en 2012, on en était là au démarrage de l'expérimentation. Donc, 2012, c'est il y a 11 ans. 11 ans plus tard, tu as déjà évoqué le point, tu as dit qu'aujourd'hui, Gesnor, c'était un intégrateur de services. Mais est-ce que tu peux nous préciser finalement quelle est l'activité de Gesnor aujourd'hui et qu'est-ce que c'est que cette affaire d'intégration de services? Est-ce qu'il n'y a plus il y a plus de personnes au téléphone qui prennent des rendez-vous ou bien c'est plus compliqué que ça? Ouais, c'est plus compliqué que ça, non. Aujourd'hui, on est intégrateur de service dans le sens où on n'est plus dans une relation uniquement client-fournisseur. On est là à répondre à des contraintes et des attentes de nos clients. Et on va développer pour eux des solutions, soit sur mesure pour des grosses structures, soit, mais c'est jamais vraiment très standardisé. C'est au cas par cas. Et en fait, l'idée, c'est de monter des solutions. Je prends l'exemple de l'hôpital, par exemple. La solution qui a été créée pour eux a été une solution sur mesure, co-construite avec leurs équipes, et donc c'est un service qui sort du champ du télésecrétariat. Malgré tout, c'est toujours la même équipe chez nous qui gère. Alors on les appelle des télésecrétaires, mais voilà, c'est leur dénomination, mais elles savent gérer différentes solutions qu'on met en place. Là où on a changé de modèle, c'est qu'on est beaucoup plus ancré sur la formation interne, sur la montée en compétences. On s'appelle un peu la fabrique des compétences chez nous, c'est-à-dire qu'on fait monter en compétences nos salariés pour pouvoir justement s'adapter aux nouvelles solutions qu'on propose, aux nouveaux services qui vont être développés. Donc intégrateur de services, oui, parce qu'on n'est plus là à travailler uniquement sur la recherche du volume et traiter des appels de manière standardisée. Aujourd'hui, les machines le font très bien. L'IA va le faire encore plus vite. On n'en est plus là. L'idée, c'est de se dire comment on prend en charge le patient, comment on organise l'agenda du médecin différemment, quels sont les filtres qu'on met, comment on anticipe un certain nombre de choses pour lui. Et donc, c'est véritablement de l'intégration de services qu'on fait au niveau de notre plateforme. Avec une multitude de clients, c'est ce que j'entends dans ce que tu dis, à la fois des médecins, mais aussi les patients, peut-être pas comme clients, mais comme bénéficiaires, les hôpitaux ou certains services d'hôpitaux. C'est ça, c'est une multiplicité de clients qui sont autour de cette question de santé sur le territoire. Oui. Nos clients sont donc les établissements, les professionnels, les patients et nos salariés. Et nos salariés? Non. Oui, si. D'un point de vue des dirigeants, voilà, on est dans cette relation. C'est pareil, c'est-à-dire que pour nos salariés, c'est améliorer les conditions de travail, les mettre en posture de pouvoir être efficaces, de répondre à leurs contraintes. Voilà. Donc, dans ce cas-là, pour nous, notre vision, c'est aussi, quelque part, nos clients. D'accord, très bien. En tout cas, c'est les bénéficiaires de ton travail. C'est ce que j'entends dans ce que tu dis. D'accord, très bien. Exactement. Donc, un parcours qui a fait complètement sortir de la dissonance que tu évoquais aussi, j'imagine, de ne pas être en phase entre ce qu'on fait et les valeurs que l'on souhaite porter. Et sur cet aspect de parcours, est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, tu sais identifier quels sont les ingrédients qui ont été particulièrement importants, en fait, qui t'ont soutenu au départ ou qui t'ont soutenu tout au long du parcours pour tenir cet engagement qui n'a pas dû être rose tous les jours, j'imagine? Alors moi, ce que j'avais retenu de l'enseignement et de l'expérimentation et des échanges que j'ai pu avoir avec Christian à l'époque, c'était vraiment, au départ, c'était réduire les externalités négatives et imaginer des externalités positives. Comment on fait la balance, en fait. Comment on
on améliore. L'autre chose, c'est la coopération. Comment on peut impliquer, comment on peut sortir des solutions, proposer des solutions avec de la coopération territoriale, d'autres acteurs, etc., pour essayer d'avoir une offre un peu plus étoffée et capable de répondre aux besoins. Voilà. Ça, c'est les premières choses qui m'ont animé. Et donc là-dessus, on est parti sur les problématiques deux problématiques, les problématiques de santé au travail pour les médecins, donc réduire les risques psychosociaux, et puis les problématiques de déserts médicaux, qui étaient un peu liées finalement, parce que les cabinets sous tension et les médecins à la limite du burn-out, c'était souvent des médecins qui étaient dans des zones blanches ou des zones très tendues en termes de capacité d'absorption des demandes de soins, avec forcément une défaillance au niveau du nombre de médecins sur leur territoire. Donc les deux choses étaient liées. Et c'est là où on a démarré une association, une coopération avec une association de médecins remplaçants, la réorganisation des plannings de travail des médecins, la formation interne sur des signaux faibles, comment on peut capter des signaux faibles liés à l'activité, quand le médecin il râle de plus en plus, quand on voit que sur son agenda il est de plus en plus tendu, quand il a des réactions inhabituels, des questionnements, où on sent qu'il est à la limite, parfois même de la politesse ou des conventions. C'est dire comment après, derrière, nous, on peut intervenir, comment on peut essayer de le sensibiliser, comment on peut lui trouver surtout des solutions. Ça a été les points de départ. Et là, on change de paradigme finalement pour nous. On n'est plus en train de travailler sur la conquête client absolument et le volume, mais il va falloir quand même trouver des clients pour continuer à vivre, mais de les convaincre différemment. Et finalement, c'est tout le système de valeur qui a été un peu modifié, et de se dire le bon prix, il est où pour le service qu'on propose. Et c'était ça qui a été discuté après avec nos clients par rapport justement à la diminution du stress, à une meilleure qualité de vie au travail, à un meilleur accès aux soins de leurs patients parce que l'organisation est optimisée, un meilleur niveau de performance. Donc, et c'est après qu'on est rentré sur c'est quoi la performance, comment avoir une performance d'usage, enfin de service, etc., etc. Et ça a évolué dans nos négociations, notamment avec les hôpitaux, où là, on est rentré vraiment dans un niveau de performance et comment on pouvait atteindre un niveau de performance qui était intéressant pour la direction en termes de dépenses, pour leurs salariés, pour leurs équipes, en termes de conditions de travail, d'amélioration des process, etc. Et puis pour les patients et par effet rebond, les familles et les médecins de ville. Donc là, on est vraiment rentré on a vraiment travaillé, on s'est vraiment amélioré sur la performance d'usage. Donc, dans ce que tu dis, ce que j'ai entendu au départ, c'est que ce qui a été très important pour toi, c'est le référentiel EFC, avec des concepts opérationnels qui t'ont permis, sur lesquels tu as pu t'appuyer. Ensuite, tu as parlé très rapidement de la coopération avec une association de remplaçants. Et ça, au regard de tout ce qu'on a entendu comme témoignage dans les derniers mois, mon petit doigt me dit que ce n'est pas neutre du tout parce que ça t'a donné mais tu vas me dire si je me trompe ou pas, ça t'a donné un terrain d'expérimentation en fait, dans lequel la confiance a pu se faire avec quelques clients ou quelques médecins tout au moins qui étaient peut-être eux aussi en réflexion. Alors peut-être tu pourrais nous dire un petit peu ça, comment est-ce que ça a pu se mettre en place et en quoi, et est-ce qu'effectivement c'était important? C'était important parce que c'était la première expérimentation, la première coopération qu'on a mis en place. En fait, c'est souvent des rencontres. On tombe sur cette association-là parce quand vous cherchez, vous faites des rencontres. Donc c'est comme ça. Donc on rencontre cette association-là et qui luttait depuis des années pour essayer avec le Conseil de l'Ordre, de faire passer un contrat qui s'appelle le médecin remplaçant assistant. Ce contrat-là existe uniquement dans les zones comme les bords de mer l'été ou la montagne l'hiver. C'est-à-dire que quand on a un fort déplacement de population sur des zones, on accepte qu'un médecin remplaçant travaille en même temps qu'un médecin installé, qui est interdit normalement par la loi. Donc voilà, c'est un contrat spécifique.
Et je me disais, tiens, c'est pas mal comme contrat, ça pourrait justement dans les zones tendues ou les aires médicaux, de ramener des médecins pour aider justement les médecins sur place. Et surtout quand quand on a regardé, on avait une visibilité, je me souviens plus, mais il me semble qu'on avait regardé sur un mois de janvier, en pleine épidémie de gastro, on avait tous les médecins qui étaient sous l'eau, et de l'autre côté, on avait à peu près 1200 remplaçants qui étaient disponibles. Donc on se disait, c'est quand même dommage. Et du coup, il y avait un engorgement des urgences. Je trouvais ça stupide. Voilà, je me disais, on est dans une situation ubuesque. Donc je lui ai dit, écoute, on va préparer tout ça, on va préparer une organisation, et puis on va aller voir les conseils de l'ordre. Donc le premier, je connaissais le président du conseil de l'ordre du Nord, donc j'ai sollicité un rendez-vous, on lui explique le projet, etc. Bon, il était en pleine élection, il nous a dit, OK, pas de problème, revenez dans 6 mois. Donc on est revenu dans 6 mois. Entre-temps, on a vu le président du Pas-de-Calais, la présidente, pardon, du Pas-de-Calais. Et puis, on est intervenu devant le conseil réuni. Et les deux, finalement, ont décidé de signer un accord avec nous et de lancer ce contrat-là en expérimentation sur les Hauts-de-France, sur le département du Nord et du Pas-de-Calais. Mais ce que j'avais ressenti, alors, dans le Nord, on était plus sur une organisation un peu plus politique au niveau du conseil. Au niveau du Pas-de-Calais, j'ai ressenti vraiment. C'était le jour où ils étaient ils nous ont reçus, mais ils étaient en train de discuter, genre oui, peut-être, on va voir. Voilà, ils avaient une certaine distance avec le projet. Et ce qui a fait la bascule, c'est vraiment, je leur ai dit, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais vous avez tous un collègue, un confrère à côté de vous qui est mal dans sa peau, qui a des problèmes à la fois perso et professionnels, qui est tendu et certainement en souffrance, quoi. Mais de continuer à réfléchir, à se poser la question, est-ce qu'on doit le faire ou on ne doit pas le faire, je crois qu'on est à côté de la plaque. C'est aujourd'hui, il faut le faire. Et on a besoin d'expérimenter, on a besoin de sauver des gens qui sont peut-être sauvables encore. Donc là, votre décision, voilà, elle mérite même pas réflexion. Ça doit être oui, on y va, quoi. Et là, du coup, la présidente s'est élevée, elle a dit, bon, on vote, on fait quoi? Ils ont voté, à l'unanimité, c'était passé. Le jour même, on avait l'accord. Bravo. Et du coup, là, on voit aussi, bon, pour le coup, dans le cadre que tu évoques, effectivement, l'importance aussi du cadre réglementaire et du coup de l'intervention des institutionnels. Mais ce qu'on entend aussi et que tu as aussi assez peu évoqué, c'est les médecins eux-mêmes, en fait. Enfin, on les entrevoit, en fait, au travers de ce que tu racontes là, au travers des signaux faibles que tu évoques à propos des télésecrétaires. Mais est-ce qu'ils n'ont pas une présence plus forte aussi dans ce début d'expérience pour comprendre qu'est-ce qui se joue de leur côté? Est-ce qu'il n'y a pas parce qu'il n'y a pas une place plus importante des médecins que juste de les voir derrière ces idées-là? Alors, non, mais juste pour finir, Ouais. là où ça nous a aidé ce contrat, c'est qu'on a pu tout de suite avoir une réponse pour les médecins. On a tout de suite pu proposer. On avait des remplaçants et on pouvait les faire venir tout de suite dans les cabinets. On a changé ça a changé la donne. Et du coup, derrière, ça a permis à quoi? Ça a permis à des jeunes médecins de s'installer. Ils ont découvert un territoire, une organisation. Au début, ils étaient collaborateurs. Ils sont passés du statut de remplaçant après collaborateur et de collaborateur à associé. C'est parce que les jeunes, ce n'était pas les 15 000 euros, les 30 000 euros qu'on pouvait leur donner qui les intéressaient. Ils n'en avaient rien à faire de ça. Ils savaient ce qu'ils allaient gagner en s'installant s'il y avait de la demande. Ce n'est pas le problème. C'est de se dire, est-ce que je me projette dans ce cabinet médical? Est-ce que je me projette dans ce territoire? Est-ce que j'ai envie de fonder une famille dans le coin? C'était ça les véritables motivations. Là où on répondait de l'autre côté juste avec de l'argent, c'était pas ça en fait. Et donc oui, ça nous a aidés, ça a été formidable. On a pu même installer des médecins dans des zones désertiques et surtout avoir des réponses parce que c'est bien de détecter les signaux faibles, c'est bien de sensibiliser, de réorganiser. Mais la vraie, on va dire la vraie solution, c'est de leur apporter quelqu'un qui les aide, quoi. Ok. Donc dans les ingrédients, il y a quand même cette expérimentation et cet élément institutionnel contractuel qui a un rôle important. Et puis l'autre que tu as évoqué aussi, qui est la formation interne, les signaux faibles, enfin le travail qui se fait au niveau des compétences des télésecrétaires. Oui.
J'ai peut-être pas compris la question, mais oui. Ouais, enfin, parce qu'en fait, ce que j'essaye de voir, c'est du coup, quels sont les éléments qui ont finalement été importants pour le démarrage de ce parcours, en fait. Bah, important, c'est déjà le changement de posture des dirigeants. Ça, c'est le premier point. Ouais. C'est-à-dire, on change. Nous, notre logiciel. Mhm. À partir de ce changement-là, on a vu à peu près les profils de salariés qu'on voulait et surtout, on voulait déléguer beaucoup plus. Donc déjà, il n'y a plus de superviseurs sur le plateau, on a arrêté. On lui a même proposé à cette salariée de dire, bah, écoutez, il n'y a plus de poste de superviseur. Bon, ben, votre salaire, c'est votre salaire, mais on vous propose, si vous voulez rester, parce qu'on est content de vous, d'être télésecrétaire au même niveau que les autres. Elle a accepté. Elle est restée avec nous 10 ans de plus. Donc voilà, on leur a proposé un programme de formation pour les monter en compétences, pour devenir autonomes, responsables sur leur poste et avec beaucoup plus d'initiatives qui pouvaient être prises, etc. On a installé le droit à l'erreur. Voilà, vous avez le droit de vous tromper. Vous avez, on va réfléchir à votre façon aux échecs qu'il y a eu, etc., pour pouvoir toujours s'améliorer. On a recruté une documentaliste qui était spécialisée dans l'accumulation de la connaissance et de la donnée, etc. Donc ça, c'était important pour nous, qui nous a aidé à progresser dans ce domaine-là. Voilà, on a complètement changé l'organisation, en fait. Bon, je le rappelle souvent, mais à ce moment-là, j'ai quand même 60% de mon effectif qui part. Quand on leur propose le projet, je perds 60% de mon effectif en 2-3 mois. Donc, un mal pour un bien. Gros stress sur le moment, évidemment. Hein, vous perdez 60% de votre effectif, vous ne savez pas comment vous allez faire pour vous en sortir. Mais bon, c'est pas grave. On relève la tête, on recrute les personnes qui sont dans les bons profils, etc. Voilà, c'est parti. Et on renaît un petit peu. Et c'est reparti. Voilà, c'est parti. Donc beaucoup plus axé sur la formation interne. Voilà, on a fait le calcul l'autre fois, c'est plus de 50 000 € qui est dépensé tous les ans. D'accord. Ce qui est beaucoup pour une structure. Hein. Ouais. C'est quoi la taille de Gesnor aujourd'hui? Aujourd'hui, on est à 18 salariés et on fait à peu près 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Okay. Donc là, on parle de 5% de notre chiffre d'affaires qui passe dans la formation. Hein. Ouais. Ça reste sans aide de notre co, etc. On n'est pas financé. Hein. C'est vraiment la finance brute. La formation reste aujourd'hui un élément important dans ton modèle parce qu'il y a un fort turnover toujours ou pour d'autres raisons? Non, la formation, c'est à chaque fois notre manière de progresser. Voilà. Si on progresse, si on a réfléchi à un nouveau service, une nouvelle façon de travailler, hop, tout de suite, on forme. Ça peut être aussi des points de rappel. Voilà, reprendre le temps. Parce qu'au bout d'un certain temps, peut-être qu'il y a des réflexes, des façons de travailler qui ont dérivé. De remettre un peu les choses sur les rails, etc. Et les nouvelles recrues, ouais. Et tu n'as pas prononcé le mot de réflexivité, mais c'est souvent celui qu'on utilise. Du coup, j'entends vaguement dans ce que tu racontes, ça correspond à ces processus-là? Tout à fait. Ouais. Dans tout ce qu'on fait, on essaie d'être le plus réflexible possible. C'est-à-dire, c'est quoi et on forme on demande à nos secrétaires d'avoir justement cette réflexivité aussi. Qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Réfléchir ensemble, faire le point. Donc, une fois par mois, on fait le point. Je ne le fais pas suffisamment avec les salariés ou les salariés entre eux. Ça a été un point que m'avait soufflé Sandro et c'est des choses qu'on essaie d'améliorer. Mais voilà, c'est de se dire comment on a commencé par rapport à ce qui nous avait été dit du constat de notre façon de travailler. Donc, on a réfléchi à ça et on le fait maintenant beaucoup plus. On pourrait aller encore beaucoup plus loin. Il y a un élément que tu viens de dire à un moment, enfin là, qui était au départ, on a mis en place une nouvelle organisation. Ça ne s'est pas fait tout à fait de façon magique. Il y a 60% du personnel qui est parti. J'imagine que tout au long de ces 11 années, il y a eu d'autres difficultés, d'autres moments où peut-être que le système dominant a refrappé à la porte ou bien des choses qui sont avérées difficiles.
qu'est-ce qui permet de tenir quand on fait face à ce type de choses comme un départ massif du personnel? En t'écoutant, ça avait l'air d'être faut tenir bon. Est-ce qu'il y a moyen aussi d'être soutenu dans ce type de... Ou est-ce qu'il y a des dispositifs ou des choses de soutien du dirigeant qui sont importants pour justement faire face à ces difficultés? Disons qu'à des moments clés où on avait beaucoup de doutes, où on était un peu perdu, c'est vrai que ce soit le Club Noé ou à Thémis, quand on a sollicité Sandro, Christian, ça m'est arrivé aussi de le solliciter, les gens du Club Noé, Romain Domici, c'est des moments importants, ça a été des moments importants pour nous pour prendre de la hauteur, du recul. Et de se dire des fois on est face à un mur, on n'arrive pas à trouver tout seul la solution, etc. On n'a pas la clé, et voilà, c'est des discussions, des échanges qui nous permettent justement de retrouver, de retrouver une clé qui va nous permettre d'ouvrir une porte qui était vraiment qui nous empêchait d'avancer, et puis de reprendre notre chemin. On a été un peu les pionniers là-dessus, donc on n'avait pas de référentiel. Aujourd'hui, je pense que ceux qui arrivent, c'est beaucoup plus facile. Ils ont un peu plus de référentiel. Nous, on a défriché, on a suivi des chemins. Voilà, voilà, on était dans la montagne, on savait pas où on allait, et puis on continue notre chemin. Mais on s'est perdu. On a trouvé des chemins qui étaient plus intéressants. Ça fait partie de la trajectoire, c'est comme ça. Il faut être aidé. La chose qui est toujours restée, c'est je dirais pas la foi, je vais pas utiliser ce mot-là, mais c'était d'y croire, de se dire, on est dans le vrai, on n'est pas dans l'erreur. Et à chaque fois que j'en parlais, même à l'extérieur, les gens disaient mais c'est du bon sens. Voilà, cette réaction de dire c'est du bon sens. Je me disais c'est bon, on tient un bout, on tient quelque chose qui est dans le vrai. Et puis c'est de la congruence pour moi. C'était, je dis moi mais avec Magali, mais je suis quelque part un peu la locomotive de ça. C'est qu'on était en phase complètement de ce qu'on voulait être et du sens qu'on voulait donner à notre travail. C'est tout. À partir de ce moment-là, voilà, peu importe les contraintes, les obstacles, on les a passés, quoi. On n'est pas plus riche, hein. Qu'il y a 10 ans, on est mieux dans notre peau. On sait ce qu'on a envie de faire. Voilà, c'est différent. Et puis, je suis fier du travail qui est réalisé. Les équipes, elles sont fières de nous. On a une équipe impliquée on est fiers de leur travail, etc. On a une relation complètement différente, ce qui a été complètement transformé, quoi. C'est une famille. On est une famille. Voilà. Et quand tu dis c'est normal de faire face, enfin, il y a des moments où on se trompe, il y a des impasses, etc. Bon, c'est pas facile enfin, c'est pas obligé de partager une difficulté, mais est-ce que, soit il y en a une qui te vient à l'esprit et que tu peux partager, ou bien sinon, est-ce qu'il y a des points de vigilance que tu pourrais indiquer aux personnes qui rentrent dans les parcours sur des sujets qui sont effectivement pièges, compte tenu de quand on fait ce parcours, quand on met en place de l'EFC, on se confronte au système dominant qui est porté par les autres interlocuteurs. Est-ce que ça représente des difficultés types et des pièges dans lesquels on peut facilement tomber, par exemple? Ouais, les pièges, il y en a beaucoup, hein. Je ne suis pas là pour... je ne détiens pas la vérité. Mon expérience, ça a été parfois une trop grande confiance dans la coopération, pas assez de vigilance. D'être sûr, voilà, je me disais, tiens, c'est bon, ils sont convaincus, ça va leur apporter quelque chose, etc., etc. Et d'être un peu, dans la manière dont je présentais les choses, de passer peut-être pour un doux rêveur ou un naïf. Et donc, les pièges, c'était justement des gens qui n'étaient pas mal intentionnés dans la coopération, qui prenaient ce qu'ils avaient à prendre et moi, pas assez de vigilance. Ça, c'est le premier piège. C'est d'être vraiment en phase. La coopération, c'est aussi des valeurs à partager, d'avoir des points de vigilance, des points vraiment réguliers pour voir un peu comment on avance. Maintenant, on est quand même beaucoup plus vigilant. Ça veut pas dire qu'on est méfiant, mais on est plus vigilant. On pose un cadre vraiment clair dès le départ, etc., etc. On a appris à ça. Ça a été à des échecs. L'autre chose, n'essayez pas de convaincre quelqu'un qui connaît rien à l'EFC que c'est bon pour lui. Non. Par contre,
apporter de l'EFC dans vos négociations, dans les projets que vous allez construire, dans les réponses que vous allez apporter, diffuser l'EFC, amener petit à petit vos interlocuteurs qui ne connaissent pas à l'EFC en répondant à leurs contraintes, en répondant à des problématiques qu'ils ont, etc., etc. Nous, on a une autre vision des choses, en fait. On est complètement en décalage avec les gens qui ne sont pas initiés à ça. Donc, ce décalage-là fait que vous allez soit pas être compris, soit vous allez passer pour quelqu'un d'autre. Donc, amenez les gens petit à petit, vos interlocuteurs, à l'EFC, en répondant à des contraintes et en ouvrant le champ, justement, de cette vision que vous avez, ouvrir le champ de vision aussi de vos interlocuteurs. Je ne sais pas si je suis très clair, mais… Est-ce que tu peux l'illustrer avec un cas concret? Je vais l'illustrer avec un cas concret. À l'hôpital, c'était un appel d'offres classique. Voilà, il nous faut une solution pour prendre en charge les patients en sortie d'hospitalisation. OK, d'accord. Avec, comme vous savez, voilà, les conditions techniques, etc., etc. À aucun moment, c'était marqué la performance dans leur appel d'offres. À aucun moment, ils ont parlé d'améliorer les conditions de travail de leurs salariés, etc. Nous, quand on a présenté la solution, on leur a dit, écoutez, voilà, tout dépend du niveau de performance que vous attendez. Mais si vous attendez une performance élevée, donc de prise en charge, voilà les effets utiles que ça va générer. Une meilleure organisation de vos services, des meilleures conditions de travail pour vos salariés, une meilleure prise en charge du soin, une meilleure sortie d'hospitalisation, donc moins de stress pour vos patients, une meilleure organisation de toute la logistique, une diminution des tensions sur les urgences. Avec, à la clé, des économies d'échelle et de dépenses pour l'hôpital. Par contre, pour atteindre ce niveau de performance-là, il faut que vous nous donniez les moyens d'atteindre cette performance. Il faut que vous investissiez dans la partie conseil, dans les protocoles qu'on va construire avec vos équipes, etc., etc. On va construire une solution en partant du terrain. Et cette solution-là va vous permettre l'économie d'échelle, des meilleures conditions de travail, etc., etc., etc. Et la relation ville-hôpital qui va s'améliorer. Donc là, on imagine que l'hôpital est drôlement intéressé. Oui, ben oui. Alors, au niveau du CODIR, il y avait deux choses qui les intéressaient, c'était l'économie d'échelle et la paix sociale. Au niveau des équipes, c'est la relation ville-hôpital, meilleures conditions de travail. Le bio-nettoyage, c'était de se dire on a un planning qui tient la route. Et les urgences, c'est d'avoir des lits. Donc, les syndicats et la direction médicale ont donné leur aval. Ils ont dit OK, on y va. Et la direction, c'était parti. Mais après, en termes de réalisation, par rapport à des acteurs qui ne sont pas acculturés à ces notions-là d'effets utiles et d'investissement dans les ressources immatérielles, etc., comment est-ce que ça se déroule de façon opérationnelle pour justement les amener progressivement, comme tu disais, sur la compréhension de ce cercle vertueux que l'on cherche à mettre en place d'investissement dans ces ressources immatérielles pour obtenir les effets utiles qu'on a pu évoquer au départ? Nous, on l'a incarné. On l'a incarné, en fait. On était dans la discussion, la manière dont on a approché les choses, la coopération, de co-construire avec eux, de leur laisser de la place, d'être dans une véritable coopération avec les équipes, de faire des rapports à la direction, de leur remonter voilà, les travaux qui ont été faits, d'avoir… En fait, vous incarnez par le travail, par votre manière de faire, par vos méthodes, par le relationnel, vous incarnez en fait tout ça. Et derrière, les effets utiles, ils les voient. Oui. Ils les perçoivent. Et après, quand vous faites le bilan, vous leur dites voilà ce que vous avez fait. Et là, vous les avez convaincus parce qu'ils l'ont vécu. Et ce que tu nous Ils ont vu les résultats. Ce que tu nous dis là aussi, me semble-t-il, c'est qu'au-delà du changement de posture, là c'est du commercial, on pourrait dire, qui est en relation à faire des propositions ou des réponses à un appel d'offres. Il y a là aussi une montée en compétences qui est très importante en fait sur ces questions de coopération et de gestion de projet pour arriver effectivement à amener les interlocuteurs dans un mode de fonctionnement différent, etc. Oui. Pour incarner, comme tu dis.
Bah ça, je te dis ça, c'est la réflexivité, Ouais. c'est la posture voilà, c'est l'analyse en fait. Je vous dis, c'était pas calculé tout ça. Hein. Mhm. Ce qu'on voulait, nous, on savait où on allait. Là, avec le recul, je te dis, voilà, comment on l'a vécu, Mhm. et c'était vraiment ça, quoi. C'est l'analyse que j'en fais, en fait. Ok. Ça soulève des montagnes, comme on dit. Ouais, manifestement, ouais, tout à fait. Ouais, c'est ça, ouais. Ce que je propose maintenant, c'est que s'il y a des questions complémentaires de compréhension ou des questions, on fait un tour de micro de questions. Et ensuite, on donnera la parole à... Alors, je ne sais pas, il y a Christian qui est là aussi, qui n'est pas là d'habitude. Est-ce qu'on donne la parole à Christian, à Sandro, à Christian? Je ne sais pas, on va voir. Est-ce qu'il y a des questions déjà, en dehors de Christian et Sandro? Oui, moi j'ai une question, Corinne. On dit souvent que ce modèle, quand on a des entreprises qui commencent le parcours, que ça va être difficile de passer d'un modèle complètement à un nouveau modèle. Et que pendant quelques temps, vraisemblablement, qu'ils vont tester une offre, une posture, un nouveau modèle économique, tout en conservant l'ancien, le temps d'assurer finalement économiquement aussi la vie de l'entreprise. Alors, ça peut paraître loin, en fait, comme objectif. Moi, j'ai cru comprendre que chez Gesnor, la bascule a été faite plutôt vite. Pas forcément. Non, c'est une transition. C'est une transition qui a été faite. Oui, au niveau des dirigeants, la bascule a été faite. Au niveau de la tête des dirigeants, sa manière de faire, etc., oui. Réorganiser, c'est vrai, dès 2014, on a réorganisé, c'est là où j'ai perdu 60% de mon effectif, etc. On a démarré complètement la trajectoire. Mais la bascule se fait sur le temps. C'est une trajectoire. On ne pouvait pas mettre en péril l'activité. Mais on a initié des projets, des expérimentations tout de suite, ouais. Il y a eu un parallélisme. Et aujourd'hui, donc après un peu plus de 10 ans de parcours, le modèle EFC, tu considères que ça correspond à quelle part de l'activité? Bah, on est quasiment. Hein. Je pense qu'on est complètement. Maintenant, on fait de l'EFC complètement, quoi. Ok. Je sais, faudrait que je ramène des spécialistes qui viennent analyser, mais je pense ouais, on doit pas être loin, ouais. Mais en fait, je sais même pas c'est quoi un modèle EFC pour tout vous dire 100%. En fait, on est tout le temps en train d'avancer. Se dire on a fini, non, on n'a pas fini. On découvre de nouvelles choses encore. Et je sais même pas jusqu'où on pourra découvrir ces choses. C'est quoi ce qu'on va encore découvrir demain. Et c'est ce qui est passionnant finalement. Se dire on est en train de découvrir de nouvelles choses, on est encore en train d'apprendre. Moi, je suis toujours dans la posture de l'apprenti. Hein. On apprend, on guette des choses, on fait de la veille. Là, il y a l'arrivée de l'IA qui est en train de tout bousculer. Eh ben, je suis déjà en train de travailler sur de l'IA, en train de transformer mon métier sur de l'IA via de l'EFC. Voilà. En fait, on a changé de logiciel et maintenant on prend tout comme ça, quoi. Tout ce qui vient, on le prend avec ce modèle-là, quoi. Donc, qu'est-ce que ça va bouleverser dans le travail? Qu'est-ce que ça va améliorer dans le travail? Moi, j'ai des médecins qui ont peur aujourd'hui. Je discute avec eux, ils disent t'imagines, Mohamed, demain, ça veut dire que c'est des robots qui vont complètement répondre aux besoins des patients, ils vont leur faire le diagnostic et ils vont leur sortir le traitement, etc. Ça sera du 24 heures sur 24. Ça y est, hein, ils vont nous bouffer avec des Doctolib et tout ça. Je dis, tu sais, ce que tu as pour toi aussi, c'est quoi la persuasion, de recevoir, juste d'écouter quelqu'un, c'est quoi l'effet que ça produit, d'avoir cette empathie avec lui, etc. Non, mais l'IA, c'est sûr, elle va être meilleure que nous. Voilà, il y a une vraie panique, quoi. Ils ont l'impression de devenir des techniciens. Donc voilà, toutes ces transformations-là, on essaie de les voir avec le filtre EFC et de les transformer. Merci Corinne. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, est-ce que je peux prendre la main? Pardon. Oui, vas-y Nathalie.
Oui, bonjour Mohamed. Oui. Moi, j'avais une question sur le rapport à la santé. Est-ce que tu estimes qu'en 10 ans, alors au niveau des équipes, j'ai pas forcément entendu, hein, effectivement, tu as perdu un gros pourcentage de tes effectifs, mais comme tu le disais, pour mieux rebondir, au niveau de et la santé personnelle des dirigeants et la santé visiblement des salariés, alors est-ce que le facteur, alors on mesure souvent en RH avec le taux d'absentéisme, hein, le niveau de motivation. Est-ce que tu as senti quelque chose par rapport à ça? Ouais. Ah oui, complètement. Ouais. Oui, c'est vrai qu'au niveau RH, on sent l'implication ou, enfin dire le présentéisme est important. Je vais moins parler de l'absentéisme, mais plus du présentéisme. C'est-à-dire, c'est quoi le présentéisme? C'est des gens qui viennent avec un petit rhume, je tousse un peu, mais je viens au bureau. Voilà. Et ça, c'est hyper important pour nous, parce que bah, c'est aussi voilà, un signe. Hein. Ouais, ça a complètement changé. Notre plus grande fierté, c'est d'avoir justement cette équipe qui nous soutient et qui est impliquée. L'autre chose, au niveau des résultats, oui, on a fortement diminué les risques psychosociaux chez les médecins. Hein. Ouais, complètement. D'ailleurs, ils nous le disent. Hein. Ils nous le disent. Hein. Sans vous, ce serait pas pareil, quoi. Voilà. Merci. Ça arrive, il y en a qui passent encore sur les mailles du filet. Hein. Je dis pas, hein, j'en ai eu une au mois de janvier, hein, qui était à la limite. Etc. On a essayé de discuter avec elle, mais c'était trop loin. Il n'y avait plus la discussion possible. C'était allé trop loin, en fait. On l'a loupé. On l'a complètement loupé. Donc, elle était plus dans la discussion. Elle était que dans l'émotion, plus dans le rationnel. Et voilà, quoi. Elle nous a envoyé une lettre en disant qu'elle voulait tout changer. Elle a changé son comptable, sa femme de ménage et nous. Elle nous a embarqués là-dedans. Elle nous a envoyé sa lettre de résiliation. Ok, bon. Je n'ai pas essayé de la raisonner parce que c'était plus la peine. Et elle s'est blessée fin avril et elle a dû prendre 15 jours d'arrêt. Et pendant ces 15 jours, elle a réfléchi, elle a pris du recul. Je l'ai appelée la semaine dernière, je lui ai dit comment ça va. Elle m'a dit ouais, bah, finalement, je vais rester avec vous. Je ne me rendais pas compte de tout ce que vous m'apportiez, de tous les conseils que vous me donniez, que je ne suivais pas, etc. Et bah, je regrette, est-ce que vous voulez me reprendre et est-ce que je peux rester chez vous et tout. Bon, je resterai tout le temps officieuse, mais voilà, au moins j'ai compris, j'ai pris conscience de ça. Je lui ai dit, bah ouais, évidemment, avec plaisir et tout. Et on a eu une discussion d'1 heure, c'est hyper intéressant. Voilà. Mais ça fait plaisir, quoi. Ces moments-là, voilà, vous dites, vous êtes utile. Parce que vous ne vous rendez pas compte, en fait, de ce que vous faites et de l'utilité que vous avez. Hein, on n'est pas là à leur envoyer des questionnaires pour faire des indicateurs, etc. On ne fait pas ça, mais on ne s'en rend pas forcément compte de ce qu'on fait, quoi. Et de l'impact qu'on a chez eux, sur leur travail et sur leur santé mentale. Merci Mohamed. S'il n'y a pas d'autres questions, on va demander à Sandro peut-être. Il y a Chico qui a levé la main. Ah, pardon, excuse-moi Chico. Oui, oui. Merci Mohamed. La expérience de Gisnor nous inspire beaucoup ici au Brésil. Et on vient, Christian nous a fait quelques exposés, Sandro aussi. Et ma question, c'est par rapport à des différents moments. Et dans les derniers moments, si j'ai bien compris, il y a d'autres acteurs, pas seulement les médecins, les hôpitaux, et même la municipalité qui est en coopération avec vous. Donc, quelles sont les difficultés à ces moments pour Gisnor? Alors, Pour les enjeux. ouais, pour les enjeux. En fait, je vais essayer de répondre parce qu'on a été soutenu par le Conseil régional des Hauts-de-France. Alors, je ne dis pas que tous les politiques, voilà, on a eu des soutiens. Bon. La problématique territoriale, comme je l'ai perçue moi, ce n'est pas une dynamique qui vient des politiques. Cette dynamique, elle ne vient pas des politiques. Ce qu'on doit faire, et ce que j'étais en train de faire avant le Covid, on a failli réussir avant le Covid. Après le Covid est arrivé, ça a cassé. On s'est réunis avec des acteurs, service à la personne, à domicile, les soins, les infirmiers, les médecins,
et l'hôpital. Et de se dire comment on prend en charge les patients sur un territoire. Et après, une fois que l'organisation est en place, on peut aller voir les politiques si on a besoin d'aide, hein, si on a besoin d'être soutenu et si on a besoin de leurs services. Et souvent, elles ont des services, notamment pour les personnes âgées, etc., qui sont intéressants de mettre dans la boucle avec nous, dans l'organisation. Il faut d'abord avoir l'équipe et organiser les choses pour aller les voir, pour qu'ils aient juste à se dire « Ok, on y va ». Mais d'aller au début d'un projet pour aller les voir, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi à... Voilà, ils comprenaient pas. Ou c'était trop compliqué pour eux. Et du coup, comme c'était trop compliqué, ils n'ont pas préféré suivre le projet. Par contre, les maires qui étaient en difficulté parce qu'ils n'avaient plus de cabinet médical sur place et qui avaient un vrai désert médical, là, il n'y a pas de problème. Là, ils sont tellement face à l'urgence que qu'est-ce que vous voulez qu'on mette en place, etc. Ils sont prêts à tout donner. Voilà. On vous donne un local, on équipe le cabinet médical, on fait le loyer gratuit, enfin voilà, là ils sont capables de tout. Donc il y a une notion d'urgence, d'organisation, c'est bizarre. Moi, je suis pas de ce monde-là, hein. Je suis pas du monde politique. J'ai eu beaucoup de difficultés avec au départ. Merci Mohamed. Une question dans le chat qui n'a rien à voir, qui concerne le système de rémunération pour les salariés. Est-ce qu'il a évolué? Ça dépend. Il y a une question, il y a une réponse dans la question là, apparemment, d'après ce que je comprends. Pourquoi? Non, la question pour préciser, c'est est-ce que avec l'EFC, en fait, la reconnaissance du travail, enfin les principes finalement ont fait évoluer un système de rémunération qui pouvait être un peu plus classique avant. Ah d'accord, ok. Oui. L'application est un déterminant sur l'évolution de la rémunération chez nous. Ouais. Elle s'évalue. Pas les résultats, l'implication. Oui. C'est-à-dire que quelqu'un qui s'implique, même si il fait des erreurs, etc., il s'implique. Voilà. Et comment ça s'évalue, l'implication des salariés, du coup? Ça va être, on a différents systèmes d'évaluation. Je ne vais pas vous donner tous les détails, mais on a des éléments pour évaluer le travail qui est réalisé. Voilà, c'est un ratio avec, ça peut être le nombre d'appels, les messages qui sont pris, ça peut être la prise en charge des problématiques pour un médecin à un moment donné, le médecin qui va appeler à 18h55, là on va fermer dans 5 minutes, demain je suis pas là, j'ai un gros problème personnel, etc. C'est la personne qui va rester jusqu'à 19h30 pour décaler tous ses rendez-vous, qui va pouvoir anticiper sur sa journée d'après. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont faites, qui sont supervisées pour se dire voilà, ça c'est des éléments importants, ou voilà, contrairement à la personne qui dit docteur, on verra demain, hein, là il est 18h55, moi j'ai terminé à 19h. Mmh. Donc il va balancer la patate chaude à ses collègues du matin. Voilà, c'est des choses comme ça. C'est quand vous êtes en vacances, quelqu'un qui veut dire restez en vacances, moi je m'occupe de tout, j'ai résolu les problématiques, on a eu tel souci, et qui va vous envoyer un mail pour dire c'est résolu. Voilà, il y a plein de choses comme ça, et puis on a des statistiques qui peuvent le démontrer, qui peuvent le prouver. Très bien. Allez, je passe la parole à Sandro s'il est OK. Oui, peut-être, je ne sais pas, effectivement, on peut profiter de Christian. Oui, aussi. Étant donné que tu as eu aussi commencé le suivi il y a plus de 10 ans, si tu as envie aussi de réagir par rapport à ce que tu entends de cette longue trajectoire. D'abord, juste un mot amical comme ça pour Mohamed, parce que quand même, c'est vraiment, c'est vrai, c'est une longue histoire en commune. Et un long accompagnement. Moi juste comme ça, deux ou trois remarques. Bon, je pense que vous l'avez senti avec Mohamed, la question de la façon dont le dirigeant s'implique dans cette affaire de nouvelle trajectoire de développement, type de relation qu'il constitue avec
à la fois les salariés, les opérateurs de son entreprise, mais aussi avec les autres acteurs du territoire, ici les médecins et bien d'autres, c'est un point déterminant. Bon, je pense qu'il y a une dimension qu'il faut absolument souligner, c'est que quand on s'engage dans cette orientation, on met la question financière quand même à un second plan. Bien sûr, elle reste importante. Elle reste importante. Mais il y a une capacité à mettre cette question financière au second plan et de s'engager dans une dynamique que j'appelle humaniste, mais qui est en même temps, vous le sentez bien entendu, très articulée au devenir du territoire. Ça, je pense que c'est un point très important. Il n'y a pas d'engagement dans la transition économique sans moi j'appelle ça un point de vue politique, au sens pas politicien du terme, mais sociétal du terme. Bon, avec Mohamed, je pense qu'on s'est rencontrés d'abord et principalement sur cette base-là. Et à plusieurs reprises, Mohamed a indiqué l'importance du devenir du territoire, de la lutte contre la désertification médicale. Bon, c'est le bassin minier, il y a quelque chose d'extrêmement attachant. On aurait la même chose à La Réunion, on aurait la même chose au Brésil, dans différents territoires. Je pense que cet attachement, voilà, c'est un ressort essentiel. Le deuxième point, il me semble, c'est que, et là, il faudrait qu'on fasse, il faudrait qu'on reprenne Mohamed. Il faudrait que quelqu'un revienne, mais je pense que ce serait le bon moment. De refaire un peu, t'aider aussi et le faire ensemble, le récit. Et c'est peut-être une réponse, pas une réponse, mais une façon de répondre en partie à la question que posait Corinne. En fait, ce n'est pas un changement de modèle. Alors, c'est d'ailleurs principalement à travers l'expérience de Mohamed, mais d'autres, qu'on prend conscience que l'EFC, ce n'est pas un modèle. L'EFC, c'est-à-dire des éléments, des techniques qui passent à l'acte, mais l'EFC, c'est un référentiel à partir duquel on s'appuie et qu'on mobilise à partir d'entrées qui ne sont pas forcément les mêmes, qui peuvent être la question du travail, qui peuvent être la question de l'attention ou ce qu'il appelle ses clients, c'est principalement là où au démarrage, en tout cas, les médecins, mais aussi les patients, c'est-à-dire une entrée singulière de la dynamique économique. Bon, ça, je pense que c'est très, très important. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bascule d'un système vers l'autre. Au début, on pensait ça, hein, quand on s'est lancé avec Mohamed, là, parce que Mohamed fait partie de la première génération de TPE, deuxième génération de TPE-PME, on était dans l'idée, on va basculer dans un autre modèle. Non, on ne bascule pas. Alors, c'est pour ça que Corinne, tu as raison, il reste des choses de l'ancienne dynamique, il y a des compromis, il y a des formes d'articulation, et je trouve que les mots transition est le bon mot, là. Et d'ailleurs, tu l'utilisais, Mohamed, on est dans les logiques de transition, parce qu'il y a finalement, pour dire les choses autrement, des scories ou des choses du monde dominant qui perdurent, mais comme ils sont pris par un mouvement de transformation qui est à la fois généreux et puissant, eh bien, on sent que ça bascule vers autre chose. Ça, je pense que c'est très important. Et du coup, ce qui est essentiel, c'est de repérer les éléments de levier qui permettent d'approfondir progressivement la démarche. Puis après, je m'arrêterai sur une troisième dimension, c'est qu'on sent qu'on part d'une entreprise dans ses relations avec ses clients, et on passe dans quelque chose de plus compliqué, avec une responsabilité territoriale, l'enjeu de la santé, le devenir du territoire, et donc une inscription de l'entreprise dans un projet territorial. On est proche d'un écosystème coopératif territorial, avec l'expérience de Gesnor. On est très proche. Bon. Il y a un ensemble d'acteurs qui ont une application territoriale, et finalement, la qualité de la dynamique n'est plus le périmètre de l'entreprise simplement, mais un périmètre plus large. Là, on a en forme de saut systémique, on a un périmètre plus large. C'est la qualité de ces coopérations plus larges qui forment la force et la conviction, l'effet d'entraînement du projet de Gesnor. C'est intéressant parce que finalement, je ne sais plus combien vous étiez de salariés, Mohamed, mais ça n'a pas tellement évolué le nombre finalement. Vous étiez une dizaine au démarrage, non? Ouais, c'est ça. Ouais, à l'époque où tu es venu, on était 12. 12, voilà. 12 à 18, bon, ce n'est pas des changements, c'est pas de 12 à 200, 300, c'est pas. Bon. Mais justement, c'est la qualité de l'affaire, cette dimension-là. Et je pense aussi que c'est très lié à l'inscription territoriale. Par contre, on pourrait s'intéresser à faire du Gesnor
à Malika, au Brésil, de faire du geste nord. Et moi, je le ferais bien, ou à La Réunion, ailleurs. C'est-à-dire de s'inspirer de ta trajectoire pour voir comment elle peut faire référence de manière assez concrète dans des territoires différents. Mais ça donne une échelle de la taille de l'opérateur, d'une certaine manière. Et quand on voit bien que la question du développement ici, ce n'est pas le nombre, y compris le nombre d'appels ou le nombre de personnes, mais c'est la qualité des relations. Alors, c'est vachement intéressant parce qu'on a un développement sans croissance, entre guillemets, si je peux me permettre. On a les bases d'une forme de développement qui n'est pas fondée sur la croissance de l'identique, mais qui est fondée sur la transformation des rapports sociaux qui s'inscrit dans la démarche du GES Nord. Voilà, quelques remarques, mais j'étais vraiment content de t'écouter comme ça en 1 heure. Mohamed, on va se rappeler, bien entendu, pour toute chose. Ça fait quand même une croissance de 50%. Hein. Pas tout à fait. Oui, mais tu vois bien que c'est pas… Les pourcentages, en réalité, il ne s'y finit pas grand-chose. Et quand les entreprises veulent se développer, quand ils disent que les autres sont développés, ce n'est pas 50% des effectifs qu'ils ont. C'est multiplié par 300, 400, 500, quelques fois 1000. C'est ça qu'ils appellent croissance. Là, on est dans un fondement qui n'est pas le même. On a 50% de croissance de salariés pour 100% de croissance de chiffre d'affaires. Ah, déjà. Voilà. On a doublé le chiffre d'affaires avec 50% de salariés en plus. Sandro, est-ce que tu veux compléter de ton côté du coup? Oui, peut-être en complément à ce que vient de dire Christian. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est l'intérêt effectivement d'avoir un peu cette vue d'une trajectoire longue, avec aussi ce caractère très progressif en fait. Et on voit bien que palier par palier, on franchit des étapes. D'abord, l'intérêt et l'attention au travail réel en interne, des secrétaires médicales qui sont là pour découvrir en fait que dans leur travail réel, il se passe tout un continent presque d'activités et d'enjeux aussi essentiels dans la relation de service qui jusque-là n'étaient pas très visibles. Dans un deuxième temps, aller chercher la construction de relations avec les interlocuteurs pour penser une relation économique différente, plutôt fondée sur la performance d'usage. Et donc ça, c'est aussi tout un apprentissage pour déplacer la relation et du coup reconsidérer ce que vient de dire Christian du point de vue aussi des rapports sociaux entre fournisseurs, donneurs d'ordre, clients, entre des grosses structures comme la fonction publique hospitalière et puis une petite structure comme la tienne. Donc là aussi, c'est tout un cheminement qui permet de modifier la nature de la relation avec le client et donc introduire cette dimension plus servicielle et de performance d'usage. Ensuite, le troisième palier, on voit la construction de coopération avec d'autres acteurs dans le territoire, avec des associations de médecins, avec les services de transport, avec d'autres professionnels de la santé. Et là aussi, c'est tout un apprentissage et une construction aussi de manière de dialoguer, de construire aussi des dispositifs qui permettent d'établir en fait la confiance, le dialogue nécessaire. Et ensuite, ce quatrième palier que tu évoques à la fin et qui assume encore plus la dimension territoriale comme question effectivement politique aussi sur les enjeux de santé très importants dans le Nord et qui vont jusqu'à pouvoir aussi interpeller les élus, les politiques. Et là, ce que tu dis, c'est tout à fait intéressant, hein, l'idée aussi de s'appuyer sur la compétence et l'expérience des professionnels pour nourrir et proposer des choses aux politiques publiques. Donc, ce qui renverse aussi quelque part le mode de conception de la politique publique avec quelque chose qui vient aussi d'une proposition construite par des acteurs, voilà, avec tout un tas d'enjeux, du coup aussi d'investissement, parce que là, il y a tout un investissement qui est pris en charge par toi et par d'autres de manière probablement très informelle aussi, un peu en auto-portage, autofinancement, pour pouvoir construire une proposition faite à la puissance publique. En tout cas, on voit que dans la dynamique, ça permet aussi de renverser ce rapport entre le territoire et puis la politique publique. Et dans cette transition, moi, je vois
de manière, bon, et c'est un peu mon regard aussi, un peu en complément, la question du travail, en fait, qui apparaît vraiment centrale, cette attention au travail de tout le monde, finalement, et ce pari, en fait, de la coopération comme attention au travail de l'autre, que ce soit en interne vis-à-vis des salariés. Et c'est intéressant parce que tout à l'heure, quand tu as évoqué les leviers de ce qui a permis toute cette transformation, le premier élément que tu as posé, c'est la question de la formation, de la compétence en interne. Comme c'est vraiment cette attention forte, en fait, au travail de l'équipe. Et ensuite, le travail des médecins, parce que derrière les agendas, c'est bien aussi leurs conditions de travail, leur rapport subjectif au travail, qui est en jeu, en fait, dans les régulations temporelles, qui sont très, très compliquées pour les médecins comme pour n'importe quelle activité relationnelle, de soins, de services. Voilà, l'attention au travail aussi de tous ces autres acteurs. La question du travail aussi qui est très importante dans la manière dont tu évoques la dynamique des ressources immatérielles. Cette idée que la confiance, c'est à soutenir, c'est jamais gagné, en fait. Donc, c'est pas juste un principe abstrait qu'on pose, mais il faut prendre garde à chaque moment, en fait, de bien se comprendre avec l'autre, d'être en phase. La question de la compétence aussi, et donc de la compréhension de l'autre. Et donc, on y va pas avec une nouvelle offre EFC, mais on accompagne l'autre aussi dans un déplacement pour petit à petit appréhender aussi des nouvelles façons de faire, d'avancer, de reformuler un cahier des charges pour un hôpital public qui est comme ça une question très, très importante et pas évidente à déplacer. Voilà. Donc, à chaque fois, cette progression qui repose sur la prise en compte, en fait, du point de vue de l'autre, de l'activité de l'autre, dans la manière d'avancer, quelque part aussi vis-à-vis des élus. Donc, c'est aussi une attention à leur travail et à leur difficulté d'être aussi en responsabilité de changements absolument majeurs dont ils n'ont pas tous les éléments pour y arriver. Et donc, finalement, cette manière de se mettre aussi au service de l'élu pour lui proposer des projets, des idées qui lui permettent aussi de réinvestir son rôle d'élu au regard de la collectivité, de ce que peut porter une collectivité, je trouve très important. Et puis, ce que évoquait Christian aussi dans ton propre travail, de toi, de Magali aussi, qui a un rôle important aussi dans le pilotage, dans le management. Voilà, c'est très intéressant, en fait, cette centralité du travail à chaque instant comme levier de la transformation du modèle économique. Et donc, j'avais aussi, on peut poser cette réflexion sur le modèle, mais Christian l'a déjà fait, parce qu'on voit bien là que c'est pas le modèle, c'est pas au sens d'un mode opératoire ou quelque chose qu'il faudrait appliquer, mais c'est bien une manière de penser différente. Et ce que tu évoques, notamment à travers l'intelligence artificielle, serait très intéressant, parce que c'est aussi cette capacité à penser qui permet ensuite d'absorber aussi des nouvelles contraintes, des nouvelles opportunités, des nouveaux défis. Voilà, de ne pas sentir ça comme un risque, mais d'être aussi dans cette capacité de faire avec le réel, parce qu'il y a comme ça une assise dans la capacité à penser les choses qui permet aussi de renouveler, d'intégrer de nouveaux objets, des nouvelles technologies, des nouvelles questions. Et c'est tout à fait intéressant. Et peut-être juste une toute dernière réflexion, parce que effectivement, tu as aussi ce retour un peu réflexif sur ton propre travail et l'effort que ça représente en termes comme ça de garder la foi et puis arriver aussi à piloter le changement. Et juste ça, on peut comme ça pointer ça, parce que ce que dit Christian, effectivement, cette idée de la trajectoire, le changement de modèle, c'est pas une bascule, c'est pas tourner la page, mais c'est bien une trajectoire. Et donc, ce qu'on ne voit pas, il me semble, dans la fonction de direction comme garante de cette trajectoire, comme pilote, en fait, de cette conduite d'une trajectoire, c'est aussi la charge énorme qui vient de la complexité de l'hybridation des modèles, entre guillemets. C'est-à-dire le fait de faire en même temps avec des choses de l'ancien monde, des choses du nouveau monde. Et donc, il faut bien, et tu le disais, il ne faut pas aller trop vite pour ne pas déstabiliser l'activité. Donc, il faut garder
un appui sur l'ancien modèle de rentabilité où quand même il faut dégager un peu de volume pour assurer la rentabilité, y compris pour investir dans la R&D du nouveau modèle. Donc ça, c'est pas évident. Dans le management, c'est pas évident parce que il faut quand même garder quelque chose d'un management qui donne des repères, qui donne des cadres, qui donne des indicateurs, et en même temps être aussi dans le soutien, dans l'écoute, sans que ça soit déstabilisant ou confusionnant pour les équipes. Vis-à-vis des interlocuteurs, il faut être en capacité de répondre à un cahier des charges basique et en même temps arriver aussi à déplacer la logique du cahier des charges pour proposer autre chose. Donc, c'est vraiment cette hybridation-là qui est souvent aussi très complexe à piloter, justement parce que c'est pas on tourne la page et on recommence de zéro, et que tout le long de la trajectoire, et là, tu en as pris pour 10 ans pour l'instant et peut-être encore plus, c'est aussi cette capacité à faire avec des tensions, des contradictions, et c'est important aussi de pouvoir l'assumer, parce que c'est très facile aussi d'être attaqué sur des contradictions. Là, on est aussi très vulnérable. C'est facile de pointer, ah mais là, tu as parlé d'indicateurs chiffrés pour montrer l'engagement des personnes, ça n'a pas de sens. OK, c'est facile de trouver des arguments qui permettent d'attaquer ça ou ça, c'est pas hyper cohérent, machin. Et c'est très important, effectivement, avec cette tranquillité aussi qui est la tienne, de pouvoir assumer que, justement, on est en transition, qu'on cherche, qu'il y a des choses aussi incohérentes, des contradictions qui restent, des hybridations, et que c'est très progressif. Et la capacité à assumer ces contradictions et ces tensions, je pense que c'est une des questions, des éléments très difficiles de la fonction de direction ou de porteur de projet ou de pilote d'un projet. Voilà, parce que c'est pas évident dans la fonction managériale de soutenir et sécuriser des équipes, voilà, de pas être trop attaqué de l'extérieur et d'arriver aussi à sécuriser l'extérieur. Et je trouve que dans ce que tu racontes, il y a cette force tranquille qui arrive justement à conduire petit à petit cette dynamique de transition. Et je trouve que la grande force, c'est cet ancrage dans le réel, à chaque fois se reporter au réel du travail de l'autre, des enjeux, des questions territoriales, des difficultés, donc des impasses aussi qu'on peut objectiver. Et ça donne en fait la force et la puissance pour avancer dans un cadre où on peut le faire avec les autres. Voilà, donc merci beaucoup pour ton témoignage, Mohamed. Merci Sandro, merci à tous. Merci Sandro, merci Mohamed. Eh bien, voilà, on a comme d'habitude un petit peu de retard, mais pas trop. Si ça va à tout le monde, sauf s'il reste une question ou une réaction. Sinon, il en restera à clore cette interview ou cet échange avec Mohamed et Sandro et Christian. Et puis eh bien, vous dire à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci. À bientôt. Et à bientôt. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir. Tu stoppes l'enregistrement, Sandro? Oui. Mohamed, on prend 3 minutes.